Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Nous sommes le 12 décembre 2024. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal dont voici les titres. Ce jeudi 12 décembre, les Burundais commémorent 9 ans après les massacres perpétrés contre des centaines de personnes, des massacres qui ont été commis après les attaques de certains camps militaires. Dans ce journal, vous allez suivre les réactions des politiques et de la société civile. Le tribunal de grande instance de Muha a fait comparaître le docteur Christophe Sahabo ce jeudi. Un procès jugé ambigu vu que le ministère public ait changé les chefs d'accusation portés contre lui. Dans ce journal, vous allez également suivre les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie qui dénoncent le mauvais traitement médical dont ils sont victimes, ce qui a été à l'origine de la mort récente d'un réfugié. Dans quelques secondes, le développement de ce journal. Bonsoir, débutons ce journal par la page Droits de l'homme. Il y a 9 ans, des attaques menées par des gens non identifiés ont visé certains camps militaires. Ces attaques ont été suivies par des massacres de centaines de jeunes dans les quartiers dits contestataires qui s'étaient opposés au troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Emmanuel Nyungeko revient sur le déroulement des faits. Tout commence avec la soirée du 11 décembre 2015 avec une lettre qui a circulé sur les réseaux sociaux rédigée par Prime Niyongabo, chef d'état-major général de l'armée burundaise. À travers ce document, cette haute autorité de l'armée burundaise ordonnait à tous les commandants des camps de rester et de dormir dans leurs camps respectifs et même de suspendre tous les congés. Vers 3 heures du matin de vendredi 12 décembre, des attaques simultanées sont menées par des gens non identifiés sur le camp militaire d'Ongagara situé au nord de la capitale économique Bujumbura, le camp base, le camp Muha et l'ISCAM, tous situés au sud de la ville de Bujumbura. Une attaque similaire a également eu lieu à la même heure sur le camp de Mujejuru, situé en zone Igenda, commune Mugongomanga, en province de Bujumbura. En tout, 5 camps militaires ont été ciblés. Sans tarder, à travers le communiqué sorti par le ministère de la Défense nationale du Burundi, le porte-parole de l'armée burundaise d'alors, Gaspard Baratuza, annonce que les attaquants avaient l'objectif de se ravitailler en armes et munitions et libérer les prisonniers. Il dresse ainsi un bilan provisoire d'une douzaine d'assaillants tués, 20 arrêtés et beaucoup de fusils et cartouches saisis. Et côté armée burundaise, 5 militaires blessés. Le parquet général de la République, de son côté, via son patron, à la personne de Valentin Bagorikunda, dresse un bilan de 79 combattants tués et côté gouvernement, 4 militaires et 4 policiers péris dans cette attaque. Ce sera alors une bonne occasion pour des militaires et policiers, surtout ceux de la garde présidentielle et des Imbonerakure, d'envahir les quartiers contestataires du troisième mandat de feu président Pierre Nkurunziza. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés, ligotés, puis exécutés sommairement. Certaines femmes et filles des 10 quartiers ont été violées. Dans la mi-journée du 12 décembre, des corps jonchaient les rues dans les quartiers de Nyakabiga, Mutakura, Ngagara et Musaga. Ces corps ont été enfin récupérés, embarqués par des véhicules de la police pour aller être enfouis dans des fosses communes. Il a été de même pour des jeunes Tutsis arrêtés dans les localités de Mugamba et Igenda et qui ont été assassinés à Kanyunya. À ce moment, Gaspard Baratuza, porte-parole de l'armée burundaise, a dressé un bilan de 87 personnes tuées au moment où les membres de différentes organisations de la société civile ont documenté des centaines de jeunes et même certains militaires ex-FAB exécutés et d'autres qui sont restés sans trace. Parmi les commanditaires de ces exécutions figure entre autres le nommé Marius Ngendabanga, surnommé Gahomera, alors commandant du camp de Mujejuru, Dominique Nyamugaruka, qui était à la tête de la brigade spéciale pour la protection des institutions BSPI en sigle, feu Darius Ikurakure. Alors commandant du camp de Muzinda, Alexandre Muyenge, qui était commandant de la police présidentielle, appui pour la protection des institutions API en sigle, pour ne citer que cela. Merci Emmanuel Nyungeko. Et l'association de Consolation and Trust, regroupant des rescapés des massacres du 12 décembre 2015, dénonce ces massacres perpétrés contre des Burundais
paisible à cette époque. Ils indiquent aussi qu'ils sont attristés par le fait que les auteurs de ces massacres étaient ceux à qui ils comptaient la protection. Écoutons un des membres de l'association de Consolation and Trust. Nous pensons à cette jeunesse pleine d'espoir. Massacrée, nous n'oublions pas non plus des femmes et les jeunes filles qui ont enduré des tortures et des violences inimaginables, des blessures qui marquent à jamais non seulement les corps, mais aussi le cœur et les esprits. Ces pertes humaines ne sont pas des statistiques, mais des histoires brisées, des rêves interrompus, parents privés derrière les enfants. Tout cela représente un héritage de douleur que notre pays porte encore aujourd'hui. Ces crimes aussi terribles, ils sont un rappel douloureux, mais aussi nécessaire, que le respect des droits humains doit être une priorité, que la vérité ne peut être étouffée. Nous appelons le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à reconnaître la vérité. Des souffrances infligées n'est pas un signe de force, mais une preuve de faiblesse. Aucun pouvoir n'est éternel. La dignité d'une nation se mesure à sa capacité à affronter son passé. Aussi difficile soit-il, nous survivants et citoyens engagés demandons avec force une justice véritable, pas une justice qui cherche à apaiser temporairement colère, mais une justice qui restitue la dignité des victimes, qui reconnaît les humanités et le courage face à l'oppression. Nous terminons par un appel solennel que les responsables de ces crimes répondent donner les actes, non par la vengeance, mais par rétablir la vérité et ouvrir la voie à une réconciliation durable. À propos de ces massacres perpétrés en date du 12 décembre 2015, la coalition des forces de l'opposition burundaise pour le rétablissement de l'accord d'Arusha trouve que les déclarations des autorités qui insinuaient que les personnes tuées étaient des auteurs des attaques des camps militaires étaient sous un autre angle, une façon de blesser les familles des victimes, d'autant plus que parmi les victimes figuraient des jeunes de bas âge tués chez eux. Le vice-président de la CEFOR Arusha, Jean Bosco Guigemera, ajoute que ces massacres étaient presque similaires à des crimes commis dans des génocides. La CEFOR Arusha adresse avant tout un message de sympathie aux familles éprouvées. Il est particulièrement impensable de voir le service de sécurité responsable de telles horreurs, un service censé protéger la population de façon impartiale. La CEFOR Arusha n'étant pas compétente pour qualifier ce crime, elle a cependant toutes les raisons de croire à un réflexe génocidaire derrière ces massacres, dans la mesure où ces jeunes ciblés étaient de l'ethnie Tutsi. Ces jeunes étaient arrêtés vers 4 heures du matin et exécutés pour la plupart avec une balle dans la tête. Parmi eux, il y en avait qui n'avaient même pas 13 ans. Les familles éprouvées, ainsi que nous tous, avons besoin d'une justice impartiale. Sinon, il s'agit d'un drame de plus, comme ceux observés de par le passé, qui malheureusement n'ont pas été élucidés pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Rien de bon ne viendra de ce pouvoir qui massacre sa population, à commencer par la jeunesse qui constitue normalement un avenir du pays. Il est déplorable d'entendre de la bouche de certains responsables sur la voie des ondes justifier ces massacres, comme quoi ils ont riposté à des provocations des contestataires du 3e mandat du président Nkurunziza et à une attaque contre les camps militaires. À une attaque armée, on ne riposte pas par des jets de fleurs, disait-il, et d'ajouter, les gouvernements ont partout le monopole d'assassinat, devait-il ajouter. Certains de ces jeunes, imaginez-vous, n'avaient même pas 13 ans. Et si ces jeunes étaient impliqués dans quoi que ce soit, ne devaient-ils pas paraître devant la justice? De quel droit les services de l'État se font justice? Nous savons tous que la peine de mort a été abolie depuis longtemps. Pourquoi alors de tels agissements? En conclusion, tous les éléments sont maintenant disponibles normalement pour intenter une action en justice si cela n'est pas encore fait. Et si ces dossiers en cours à la CPI concernent également ces massacres de décembre 2015, il est plus que temps de demander leur accélération pour que enfin justice soit faite. La 9e commémoration des massacres du 11
au 12 décembre 2015 est une occasion pour la société civile burundaise et pour les Burundais en général de se rappeler et de s'incliner devant la mémoire des victimes de ces massacres après une longue période d'attente d'une justice. Maître Dieudonné Bashirahishidze, qui a parlé pour le compte de 19 organisations de la société civile qui ont sorti une déclaration commune, indique qu'ils continueront à réclamer une justice impartiale et réparatrice. Ces organisations demandent également aux partenaires du Burundi de garder un œil attentif sur ce qui se passe au Burundi. Suivez plutôt Maître Dieudonné Bashirahishidze. Les organisations de la société civile burundaise viennent de rendre publique une déclaration à l'occasion de la commémoration du 9e anniversaire des massacres du 11 et 12 décembre 2015. Des massacres qui ont eu lieu dans un contexte de répression des populations civiles qui avaient manifesté leur opposition contre le troisième mandat illégal du président Nkurunziza. Donc, après 9 ans d'attente d'une justice qui ne vient pas, 9 ans de souffrance, c'était une occasion pour la société civile de se rappeler, de s'incliner devant la mémoire de ces Burundais qui ont été emportés par cette barbarie, tout en promettant aux familles des victimes que ces organisations continueront à réclamer une justice impartiale et réparatrice. Ça a été l'occasion aussi de lancer un appel au gouvernement du Burundi de rompre avec l'instrumentalisation de la justice pour que ces victimes puissent bénéficier d'une enquête impartiale, pour que la vérité puisse éclater au grand jour et des bourreaux manifestement protégés par le pouvoir puissent répondre de leurs actes. Nous avons aussi demandé à la Cour pénale internationale qui enquête depuis 7 ans d'accélérer, de clore les enquêtes afin de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre les auteurs de ces crimes contre l'humanité, des crimes qui sont imprescriptibles et inamnistiables. Nous demandons aussi à nos partenaires, aux partenaires du Burundi, de garder un œil attentif sur le Burundi qui continue de s'engouffrer dans une dérive dictatoriale en essayant de continuer la chasse aux sorcières à la veille d'un simulacre d'élection dans un contexte d'espace démocratique verrouillé parce que ça annonce encore l'accentuation d'une nouvelle vague de répression. Et enfin, nous demandons aux Burundais de rester résilients et de continuer à œuvrer pour la renaissance d'un Burundi digne pour rompre avec ce cycle de violence et de misère. La jeunesse burundaise réunie au sein du mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle, s'est également exprimée en ce jour de commémoration des massacres du 12 décembre 2015, lesquels massacres ont emporté la vie de nombreux jeunes. Ce mouvement indique que le régime du CNDD-FDD ne doit pas penser que les crimes dont il est accusé seront toujours impunis. Kiki Daniel Ngendakumana, porte-parole du MIJEB, lance également un appel à la jeunesse Imbonerakure, souvent utilisée dans l'exécution des crimes, de changer car c'est eux qui endosseront toutes les conséquences. Suivez Kiki Daniel Ngendakumana, il est porte-parole du MIJEB. Il y a exactement 9 ans, en cette date du 12 décembre, le pays sombra en 2015 en deuil. Les parents perdirent leurs enfants. Les jeunes qui seraient de bons dirigeants d'aujourd'hui et de demain furent sauvagement exterminés par des services qui devraient les protéger. Leurs corps jonchèrent les rues, furent léchés par des chiens et rats et jetés par après dans des fosses communes jusque-là inconnues. Le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB en sigle, déplore cette horreur et l'impunité qui l'a suivi. Il dresse encore une fois ses sincères condoléances aux familles des victimes et recommande le pouvoir en place d'arrêter cette tyrannie qui la caractérise depuis sa création au maquis et profite de cette occasion pour lui rappeler que ce crime ne s'inscrit pas dans la logique de l'immunité provisoire qu'ils ont négociée avant de faire semblant de déposer les armes.
le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJEB, fait un appel vibrant aux jeunes instrumentalisés qui sont utilisés dans l'exécution des crimes pareils de se saisir car ils risquent d'en payer cher. Et en fait, en se référant à la citation de Pierre Corneille, qui dit qu'il n'y a rien d'impossible à celui qui venge son père, le mouvement international de la jeunesse burundaise encourage les jeunes et tout citoyen burundi qui est toujours motivé à contribuer sa part au retour de l'état de droit où le Burundi se sent fier, protégé et digne d'être citoyen d'un pays paisible et prospère. En page justice, comparution ce jeudi du docteur Christophe Sahabo au tribunal de grande instance de Moha en itinérance à Ruyigi. Un procès qui s'annonce ambigu vu que les chefs d'accusation ont complètement changé, ce qui inquiète plus d'un qui pense que c'est une stratégie trouvée pour faire traîner cette affaire. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Le procès du docteur Christophe Sahabo pourrait prendre une tournure qui pourrait faire tourner en rond la justice. Dans l'audience qui a eu lieu ce jeudi à la prison centrale de Ruyigi, où est écroué le docteur Sahabo depuis plus de 2 ans, les avocats de l'État ont présenté de nouveaux chefs d'accusation non portés à la connaissance du docteur Christophe Sahabo. Au moment où l'accusé s'attendait à ce que le débat tourne autour des rapports et audits financiers, la partie accusatrice a surpris l'audience en introduisant une autre accusation, à savoir le faux et usage de faux. Il a également été demandé au docteur Sahabo de s'expliquer sur la nature de sa relation avec un certain Daiken Ngurukiye qui l'aurait aidé à fabriquer des documents frauduleux en question. De son côté, le docteur Sahabo a dit être stupéfait par de telles accusations, surtout que c'était la toute première fois qu'il en entendait parler. Néanmoins, cet ancien directeur général de l'hôpital Kira pense que ces documents frauduleux auraient été fabriqués par le service national des renseignements burundais pour bloquer ce procès, un point de vue partagé par plusieurs personnes qui suivent de près ce dossier, lesquelles craignent qu'avec ces magouilles et montages, ce procès n'aboutisse jamais. Merci Josiane Mouzaneza. Et en page gouvernance, parmi les secteurs affectés par la corruption au Burundi, figurent les douanes et la Banque centrale selon Transparency International. Cette organisation parle aussi du commerce illicite dans son rapport. Émile Nibasumba. La corruption des gardes des frontières et des douanes est un facteur important à l'origine des frontières poreuses du Burundi qui facilite le trafic d'armes et d'autres commerces illicites selon Transparency International en collaboration avec Anti-Corruption Resource Center. Les produits contrefaits les plus courants entrant dans le pays sont des produits médicaux. D'autres types de commerces illicites sont le sucre, les boissons gazeuses et les boissons alcoolisées réexportées illégalement vers les pays voisins selon ce rapport conjoint qui indique que ces entreprises illégales seraient aux mains de membres de l'élite du parti au pouvoir et de leurs associés. Citant le rapport de l'Observatoire de la complexité économique de 2024, Transparency International et Anti-Corruption Resource Center indiquent qu'en 2022, le Burundi se classait au 190e rang mondial en termes d'exportation totale et au 179e rang en termes d'importation totale, ce qui reflète sa participation limitée au commerce international. Ces organisations expliquent que cela peut être attribué en partie à la corruption rampante des douanes, des autorités fiscales et des agents du commerce, citant toujours le rapport de 2024 de l'Observatoire de la complexité économique. Ces organisations évoquent aussi les défis auxquels fait face la politique monétaire au Burundi. Cette politique monétaire, notamment en ce qui concerne le double taux de change, présente des défis importants pour l'économie locale. L'existence des marchés de change parallèles entraîne des taux de change divergents, ce qui entraîne des incertitudes économiques et fausse l'allocation des ressources. La BRB, bien qu'officiellement responsable de la politique de change, fonctionne avec une indépendance réduite, recevant des directives du chef de l'État sur l'allocation des devises. La corruption se manifeste dans le système actuel de gestion des changes par l'accès inégal aux devises étrangères. Selon ces organisations, elles expliquent que les entreprises bien connectées et gérées par le parti au pouvoir ou liées à l'élite du pays peuvent accéder facilement aux
aux devises étrangères à des taux de change préférentiels. Les autres entités privées sont fortement désavantagées sur le plan concurrentiel, selon Transparency International et Anti-Corruption Resource Center, qui cite le rapport de la Banque mondiale de 2022. Merci Emile Nibasumba. Rappelons que vous pouvez suivre toutes les émissions de la RPA sur nos comptes Facebook, YouTube, X, ainsi que sur notre site web www.rpa.bi. Dans un instant, nous poursuivons ce journal. RPA. 5 cas de personnes assassinées ont été répertoriés au cours de la semaine écoulée dans différentes localités du pays. Cela ressort du bulletin hebdomadaire de la Ligue Teka qui revient sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans ce bulletin, la Ligue Teka parle aussi d'autres violations des droits humains infligées à la population. Écoutons Ejide Havugiyaremye, il est le chargé de la communication au sein de la Ligue Teka. La Ligue burundaise des droits de l'homme, ITECA, vient de publier son bulletin hebdomadaire ITECA Nijambo, numéro 451, de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Deux grands points ont été traités dans ce bulletin. Au niveau sécuritaire, au moins 5 personnes ont été tuées, dont 4 retrouvées cadavres. Une personne a été victime de violences basées sur le genre. Une personne a été torturée, 2 personnes ont été enlevées et reportées disparues, ainsi que 2 personnes arrêtées arbitrairement. Dans ce même contexte, la Ligue Teka signale le retour progressif des positions des rebelles du FLN et du FDLR en commune Mawaï, province du Toké. Ce bulletin montre la collaboration du président Evariste Ndayishimiye et le premier ministre Gervais Ndirakobucha avec ses rebelles dans la vente des minerais de coltan et d'or. Au niveau politique, le bulletin revient sur la convocation des électeurs aux élections de 2025 et le communiqué clôturera la conférence des évêques catholiques du Burundi. Les évêques ont exprimé leurs inquiétudes majeures concernant la détérioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. Ils ont dénoncé la pauvreté persistante suite à la flambée des prix de denrées alimentaires, conduisant à l'incapacité de la population à se procurer de ces produits de première nécessité. La Ligue Teka termine son bulletin en émettant des recommandations à toute personne pouvant contribuer au respect des droits humains au Burundi. Et au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, un réfugié burundais a récemment perdu sa vie suite au mauvais traitement médical dont il a subi dans une structure sanitaire du dit camp. Des réfugiés du camp de Nyarugusu dont nous sommes entretenus font savoir que ce n'est pas la première fois qu'un tel cas arrive, d'où ils demandent que cela s'arrête. Walter Kwizera pour plus de détails. Speciose Nizigimana est le nom de cette réfugiée burundaise du camp de Nyarugusu qui a récemment perdu la vie dans le camp des réfugiés de Nyarugusu. Selon des voisins de la victime, cette dernière était enceinte depuis quelques mois. C'est ainsi qu'elle s'est rendue à l'hôpital de la Croix-Rouge qui accueille souvent les réfugiés d'origine congolaise. Malheureusement, suite au mauvais traitement qu'elle a subi, une fois arrivée à cet établissement sanitaire, Speciose Nizigimana n'a pas survécu, d'après le témoignage d'un parmi ses voisins. Nous crions au secours car ici, dans le camp de Nyarugusu, la situation est très mauvaise. La situation n'est pas du tout bonne pour nous les réfugiés burundais. Nous sommes dans la souffrance. En effet, nous ne sommes pas bien accueillis au dispensaire de la Croix-Rouge qui s'occupe souvent des réfugiés congolais. Le pire, c'est pour les femmes enceintes d'origine burundaise. L'un des exemples qui illustre ce mauvais traitement, c'est le cas d'une réfugiée de la zone 9 appelée Speciose Nizigimana qui a été conduite dimanche dernier à ce dispensaire de la Croix-Rouge. Elle n'a pas été accueillie à temps et est morte lundi aux environs de 10 heures. Le plus choquant, selon les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, c'est le fait que ce n'est pas la première fois que de tels cas arrivent. Il y a aussi beaucoup d'autres infirmiers qui nous maltraitent. Ils nous disent que nous devons mourir si nous n'avons pas d'argent. C'est pour cette raison que nous demandons de l'aide dans l'immédiat, car nous sommes en train de subir de mauvais traitements de haut niveau. Nous sommes dans une situation critique. Nous restons ici par manque de choix.
Chagrinés, les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu demandent au gouvernement tanzanien de bien les traiter et de condamner des infirmiers qui ont mal accueilli Speciose et Nizigimana. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités tanzaniennes pour recueillir leurs réactions. Merci Walter Kwizera. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce jeudi 12 décembre 2024. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bonne soirée chez vous.